Bonjour Florent. Bonjour Pascal. Bonjour. Écoute, je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Et puis, je Aussi. suis très heureux aussi pour les gens qui nous regardent parce que je sais que tu es quelqu'un qui est très à l'écoute de tout ce qui se passe, tout ce qui se vit en toi. On a eu pas mal d'échanges à ce propos déjà. Et c'est la raison pour laquelle je voulais que tu sois parmi de ceux que j'interviewe sur le sujet de ma raison d'être profonde. Avec grand Et plaisir. voilà. Et donc, pour te présenter à ceux qui nous regardent, en fait, tu es ostéopathe holistique et kinésithérapeute. Voilà, Voilà. donc j'ai une compétence en kinésithérapie et en naturopathie hygiéniste, Hmm, que j'utilise moins actuellement, mais on pourra peut-être développer par la suite. Mais voilà, je suis formé à tout ça. d'accord, merci. En fait, pour commencer, qu'est-ce que ça évoque pour toi, le fait d'incarner et de manifester ta raison d'être profonde? Écoute, actuellement, pour moi, incarner ma raison d'être profonde, ça parle d'authenticité en fait, de vérité intérieure, d'écoute. Hum, C'est vraiment quelque chose qui m'anime depuis un moment d'être sur ma vérité, euh, de comprendre ce qui vibre vraiment en moi. Et pendant longtemps, j'ai été ce qu'on attendait de moi et je me découvre dans ce que je suis vraiment en fait. Alors, Hmm, c'est pas tous les jours facile. merci. Comment décrirais-tu ton élan de vie actuel et comment tu le manifestes dans ta vie? Principalement, c'est de plus me cacher. Je me suis beaucoup caché toute ma vie. Justement, j'essayais de coller au plus près de ce que j'imaginais que les gens attendaient de moi. Et, et j'essayais plus ou moins habilement de cacher certains élans spontanés. Euh, et actuellement, non seulement j'en ai plus envie, mais j'arrive plus à me cacher. Donc, même dans mon travail, c'est me mettre à nu devant les gens, aussi bien émotionnellement. Si je suis touché par un soin, bah, il peut m'arriver d'avoir des larmes, de me laisser vraiment porter par ce qui est là dans l'instant. Et, et dans mon intimité, pareil, de parler de ce qui peut être difficile, de ce qui me touche, de vraiment me mettre à nu. C'est ça le terme qui me vient en ce moment. Hmm. Donc pour toi, être en lien avec ta raison d'être profonde, c'est être en lien vraiment avec ta vérité, hein, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, et c'est sortir d'un rôle en fait. C'est sortir d'un rôle. Ouais. Ouais. C'est, je pense que toute ma vie, justement, j'ai été un bon acteur dans des rôles différents et là, j'ai envie d'être moi, en fait. Ouais. Et j'entends que tu peux plus en fait, que tu peux plus jouer ces rôles. J'y arrive plus et c'est pas facile hein, parce que quand on commence à se mettre à nu, ça réveille aussi beaucoup de peur dans le milieu familial. Bon, c'est un processus qui est déjà là depuis longtemps, mais qui actuellement est vraiment en train de s'ancrer puissamment. Et il n'y a plus moyen de faire autrement. Ouais. Hmm. Et mon élan actuel, peut-être j'ai envie de parler aussi au niveau professionnel. Je suis très, enfin, j'ai vraiment à cœur de commencer peut-être à m'associer avec d'autres thérapeutes pour pouvoir toucher une personne sur tous ses angles, sur un temps assez bref, peut-être un week-end, une semaine, que la personne, le patient ou la personne désireuse de se comprendre, de se connaître, puisse aller toucher des angles comme la sexualité, enfin son rapport à la sexualité, son rapport à l'argent, son rapport à la nourriture, son rapport au corps, et qu'elle puisse se découvrir puissamment en un temps assez bref, et donc d'avoir plusieurs thérapeutes qui offrent un angle différent. Ça, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup en ce moment. Hmm. De ne plus être que tout seul dans mon coin, dans mon cabinet, mais de grouper un peu les forces avec d'autres praticiens.
Hmm. Donc j'entends que tu souhaites comme fédérer un peu les talents de chacun, de plusieurs, au service d'une même personne ou des mêmes personnes, dans l'intention, au travers de leurs relations à différents domaines de leur vie, sur lesquels certains sont peut-être plus spécialisés, comme tu nommais la sexualité, l'argent, différentes choses, la communication, euh, de les aider à apprendre à mieux se connaître eux-mêmes finalement, au travers de leurs difficultés à être en relation avec le monde, de Tout à mieux fait. Il se faut connaître. savoir que tout est imbriqué en fait, hein. Quand on parle sexualité, on va parler argent. Quand on parle argent, on parle nourriture. Enfin, tout est imbriqué et la personne pourra conscientiser peut-être plus largement ces différents freins, ces différentes problématiques, de Hmm. pouvoir le voir peut-être sous un angle un peu plus vaste. Ok, donc j'entends bien ton côté, alors ta perception holistique de la santé. Hein, c'est vraiment ça. Hein. Ouais, bon. Et veux-tu peut-être nous parler de quoi ressemblait ta vie en fait avant que tu commences à révéler ta raison d'être profonde? Bah, comme on l'évoquait précédemment, je pense que j'étais coincé dans des rôles, donc vouloir être le bon fils, vouloir être le bon mari, vouloir être le bon papa, et donc déjà ça met une pression qui est vraiment très très importante. Et puis peut-être aussi j'ai été guidé par certains dogmes familiaux, sociétals, donc pour moi, ça me semblait évident qu'il fallait avoir une maison, qu'il fallait avoir une voiture, qu'il fallait fonder une famille. J'avais curieusement l'impression d'aller pas si mal et en même temps pas bien du tout. C'était très partagé et ça me semblait normal d'avoir plutôt beaucoup de frustration et de temps en temps des bons moments. Voilà, je dirais un peu la vision assez classique que pas mal de gens peuvent avoir. Hein. C'est pas que c'est pas bien, c'est que j'ai réalisé par la suite que c'était assez réducteur finalement. Donc c'est vraiment l'expérience d'une vie assez peu satisfaisante où tu Ouais. t'accroches à des bons moments de temps en temps pour endurer les autres. Et où on se ment pas mal à soi-même, où Hmm. on essaie de rationaliser, de dire que ça va quand même pas si mal, qu'il y a déjà ça qui marche, ouais, de beaucoup rationaliser en fait. Ouais, je pense que beaucoup se reconnaîtront. Hein. Je pense que c'est effectivement une des expériences que l'on peut expérimenter quand. Tout en ayant la sensation qu'il y avait un vide, il y avait quelque chose qui était terriblement vide. Ouais. Sensation de vie, donc une intuition aussi que tout n'était pas là, qu'il manquait quelque Il y avait chose. quelque chose qui n'allait pas, ouais, vraiment. Ouais, ok. Et quand alors as-tu eu ces premières intuitions, parce que c'est de ça qu'on parle, hein, ces intuitions qui manque quelque chose, de qui tu es, d'intuition de qui tu es véritablement, ou est-ce qu'il y a eu des moments clés, des moments où tu te souviens, des croisées de chemin? Il y a eu, pour moi, mon expérience, ça a été un moment radical, hein, donc, en septembre 2009, où j'ai eu une sortie de corps spontanée. Donc moi, il faut comprendre que j'ai été formé en médecine, que je viens d'un milieu très cartésien, et je pense que j'étais pas préparé. Enfin, ça a été violent à plusieurs égards parce que j'ai cru que je devenais fou. J'ai commencé à voir l'aura énergétique des gens, à sentir les corps à plus d'un mètre de distance, et j'étais vraiment pas préparé. Et c'est comme s'il y avait eu deux chemins qui s'étaient dessinés. Soit j'étais fou, et bon, bah, de toute façon, il fallait vite se soigner, soit je l'étais pas, et là, j'étais vraiment passé à côté de quelque chose. Donc forcément, j'ai quand même été voir des médecins, essayer de comprendre un petit peu ce qui m'arrivait, mais ça n'a rien solutionné. Les perceptions sont restées avec une intuition très forte sur plein de choses. Et, et je crois que j'ai fait un peu comme Alice au Pays des Merveilles. J'ai suivi le petit lapin. C'est petit à petit, ben, essayer de découvrir des aspects différents, de sortir de ma zone de confort en fait, hein, et de découvrir plein de choses.
Mais Hmm. ça a été un peu radical. Il y a eu un avant et un après, oui, forcément. D'un seul coup, la vie ne correspondait plus à ce qu'on m'avait appris à l'école, dans ma famille, en faculté de médecine. T'imagines sentir un corps à 1 mètre de distance, ça impliquait forcément qu'il y avait autre chose que le corps physique. Ça parle d'énergie, plein de choses. Hmm. Et donc, effectivement, c'est un changement de paradigme absolument important et radical, hein, qui te tombe dessus d'un coup. Donc, on peut dire que c'est un peu une crise, quoi, parce que dans ta vie, c'est un bouleversement. Hmm. Ça a vraiment été d'ailleurs le déclic qui a été la fin d'un monde. Hein. C'est le moment où je suis rentré en procédure de divorce, la fin de l'idéalisation de ma famille aussi, parce que j'idéalisais beaucoup mes parents, enfin, etc. Et ça a été commencé à voir peut-être toutes les influences de l'éducation, des ancêtres, les influences cachées religieuses, quasiment dans le couple, la façon de fonctionner, donc de conscientiser plein de mécanismes qui, quelque part, guidaient ma vie. Et le cadeau qui était derrière, c'était de commencer à reprendre ma vie en main et de plus la subir. Mais par contre, moi, j'appelle ça une dissolution-reconstruction. C'est comme si j'étais passé par mourir à tout ce en quoi je croyais pour renaître à autre chose. Donc, c'est quand même violent. Hein. Ouais, Oui, oui, ça n'a pas c'est été plus vraiment ça. facile. Ouais. Bien sûr. Et toi qui as vécu donc cette expérience assez extrême, je dirais, comment perçois-tu aujourd'hui les expériences difficiles qui peuvent se présenter à toi? Alors, actuellement, je le vis plutôt comme des cadeaux qui me sont donnés par la vie. Euh, que ça soit physique quand il y a des douleurs ou une maladie, ou que ça soit des difficultés de vie dans le couple ou intrafamilial ou avec mes enfants, à chaque fois, c'est immédiatement conscientiser que la vie essaie de me montrer une part de moi que je ne connais pas encore. Et forcément, ça passe par des freins ou un côté un peu réfractaire à le découvrir parce que si j'arrive pas à me connaître sur cet aspect, c'est qu'il y a des raisons, c'est que ça me fait peur. Et donc la vie m'offre en miroir une possibilité de le reconnaître, mais ça va souvent passer par une difficulté, une tension au départ. Mais j'ai immédiatement l'intuition, la sensation que ça y est, je vais pouvoir me découvrir sur un autre aspect. Donc c'est un cadeau. Ah, mais je suis tellement heureux d'entendre ça parce que c'est effectivement c'est tout à fait mon expérience et c'est ce que j'essaie de transmettre et c'est ce que j'appelle donc la sagesse de l'inconfort finalement. Hein, Ouais, il y a une douleur, mais en arrière, il y a un cadeau, il y a un message en fait. Hein, il y a quelque chose qui a besoin absolument d'être entendu et qui fait que on ne peut pas continuer comme avant. Il y a un changement nécessaire, quelque chose qui a besoin d'être pris en compte. Hein. c'est presque excitant d'ailleurs parce que moi, tu me demandais ce qui m'animait. Ce qui m'anime beaucoup aussi, c'est la clarté sur les choses. C'est pas forcément la compréhension, la clarté. Pour moi, la clarté, c'est on conscientise quelque chose. Parce que dans compréhension, il y a aussi une volonté. Là, c'est là. Hmm. Ouais, c'est vraiment prendre conscience de quelque chose, hein, au-delà Ouais. de le comprendre, c'est vraiment de Et sans savoir que c'est l'avoir là. contrôlé, c'est là. La vie nous l'offre et d'un seul coup, parce qu'on prend le temps d'écouter, ça devient conscient. Hmm. Et d'accueillir aussi, ça c'est vraiment un mot qui me tient à cœur. Ouais. Hmm. Et du coup, quelle croyance à propos de toi-même tu as dû transcender pour te rapprocher de qui tu es véritablement? Bah, je pense déjà à la croyance sur le corps. Le corps, moi, le corps outil, c'est-à-dire qu'en médecine, on a plutôt enseigné que le corps était un outil qui peut fonctionner ou dysfonctionner, et dans ce cas-là, il faut le réparer. Et bah, actuellement, je vois plus le corps comme une part entière de chaque être humain qui est une intelligence pure,
enfin, qui nous guide dans la vie, en fait, et qui délivre ces messages par des symptômes. Donc, si on lutte contre le symptôme, que ce soit par le médicament ou même par des choses dites positives comme les plantes ou des techniques ostéopathiques ou des massages, pour moi, ça peut être à chaque fois une lutte. Ou alors, on écoute le corps et là, on peut l'accompagner. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, mais on va être dans un accompagnement et plus dans une lutte. Super. Et c'est vrai que moi, je peux en parler maintenant parce que j'ai été un virtuose de la lutte toute ma vie et je sais à quel point c'est vain, en fait. Tout à fait. Ouais, ben, là-dessus, on se rejoint aussi. Je dis souvent que je suis un ancien combattant. Donc, j'ai beaucoup plus d'expérience dans le combat que dans l'accueil et le lâcher-prise. Je continue à l'expérimenter et pour mon plus grand bonheur et pour plus de clarté, d'aisance et de liberté. Mais effectivement, je sais ce que c'est de lutter, de me battre contre. Et c'est la raison pour laquelle aussi je sens que j'ai vraiment beaucoup d'empathie, de compréhension pour ceux qui continuent à se battre contre eux-mêmes et malgré eux. C'est tellement ce qu'on nous enseigne. Enfin, je veux dire, c'est tellement, je vais dire, le paradigme dans lequel on est éduqué. Mais bon, voilà, c'est un changement qui se fait petit à petit, une personne à la fois. Hein, on commence à comprendre. Et puis après, tu me demandais des croyances qu'il a fallu transcender, les croyances alimentaires, où il a fallu voir à un moment donné que c'était pas forcément nécessaire de manger 3 ou 4 fois par jour. Pour moi, tout au moins, après on est tous différents et ça n'a pas été simple parce que c'est une croyance qui est très très ancrée. Et en plus en médecine, qu'il faut manger telle chose, pas telle chose, qu'il faut absolument se nourrir, même quand on est malade. Là où intuitivement, moi je sentais qu'au contraire, il fallait peut-être surtout pas manger. Donc oui, les croyances alimentaires, c'était un véritable dogme intérieur pour moi. Et puis beaucoup de croyances judéo-chrétiennes sur le couple. Un couple, ça doit être ça et pas ça. Enfin, oui, il y en a eu beaucoup, beaucoup des croyances. Ouais. Ah, super. Et j'aime beaucoup quand tu dis, comment dire, quand tu dis en tout cas pour moi. Parce que moi je dis souvent la seule règle qu'il y a avec les humains, c'est qu'il n'y a pas de règle. Hein. Je pense qu'il y a 7 milliards d'êtres humains, il y a 7 milliards de chemins et de façons d'être ou de faire qui convient à un et pas à l'autre. Donc il n'y a pas de règle générale. Alors tout ce que l'on dit, il est nécessaire de manger 3 fois par jour ou il n'est pas nécessaire de manger 3 fois par jour. Finalement, tout ça correspond à ce qui est juste pour nous. Ce que j'entends, c'est que toi, en t'écoutant, tu as pu sentir ce qui te convenait et sortir du dogme ou de ce qu'on t'avait dit qui devait être fait. Beaucoup d'idéologies, par exemple sur la nourriture, où il y a une époque de ma vie, forcément, je pensais à détenir la vérité, il fallait manger ça et pas ça, parce que je l'avais expérimenté, je pensais que ça pouvait s'appliquer à tout le monde, et petit à petit, ça a été la découverte de tout peut changer déjà à n'importe quel instant. On peut très bien être végétarien à un moment donné, complètement carnivore, et puis crudivore, et puis remanger cuit. C'est ça la vie. Et si à un moment donné, on veut rester dans une catégorie, pour moi, on passe plus dans une idéologie, dans un dogme, que dans un mouvement de vie. Tout à fait. Tout à fait. Et on pourrait tout à fait rester dans une seule condition, puis si on sent que c'est celle-là qui nous convient aussi. Voilà. Qu'est-ce qui te permet de savoir aujourd'hui, de réaliser que tu t'éloignes de ce qui est juste pour toi? Le corps, forcément, le corps, d'être à l'écoute du corps, de sentir est-ce que le corps est fluide, est-ce qu'il est en tension, bien évidemment les douleurs ou pire une maladie qui peut se déclencher. Donc pour moi c'est autant d'indicateurs que je suis en train de m'éloigner de ce que je suis. Donc le corps c'est un véritable cadeau permanent parce que le corps, il a toujours été là, c'est-à-dire que pour moi, il s'est construit sans qu'aucune fois la volonté n'intervienne. Quand on est dans le ventre de notre maman, les yeux
pousse, les bras se mettent en place et ça se fait. Et le corps est là bien avant que les mécanismes de pensée ou le mental soient là. Donc le corps, il est en amont de toute chose. Et pour moi, dans mon histoire, et je le vois chaque jour sur mes patients, il a tout le temps un temps d'avance. S'il est tendu ou s'il a une douleur, c'est que il a un temps d'avance et qu'il veut nous aider à conscientiser quelque chose sur nous-mêmes qu'on ne connaît pas ou qu'on ne voit pas encore. C'est intéressant, hein, parce que j'imagine, toi, quelqu'un peut, a priori, aller chez toi parce qu'il y a une grande douleur dans le dos et puis quand tu leur permets finalement par tes soins d'être présent à ça, tu vas te sentir que derrière cette tension, il peut y avoir une émotion, il peut y avoir un ras-le-bol de quelque chose à leur travail, il peut y avoir, ok. Et moi, les gens viennent vers moi parce qu'ils en ont marre de leur travail. Et puis quand je leur demande de voir comment ça vit dans leur corps, ben, ils découvrent qu'il y a une tension dans leur dos. Voilà. Donc quelque part, c'est deux chemins, mais pour arriver au même endroit finalement, le corps qui dit la vérité et dans le fond, et souvent ils se rendent compte que ça fait un moment que c'était là, mais ils n'avaient pas. On est tellement habitué à endurer, à ne pas écouter que voilà, c'est vraiment c'est une sagesse, hein, ce corps. Souvent, le Eckhart Tolle dit par rapport à ça que si s'il y a un alignement entre notre pensée et ce qu'on ressent dans notre corps, alors c'est parfait. Mais s'il y a une dissonance, si on pense quelque chose mais que notre corps dit autre chose, alors il faut écouter notre corps parce qu'il lui dit toujours la vérité. On peut dire oui, je vais très bien, tout va bien, et mon estomac est tout noué comme ça. C'est le corps qui dit la vérité. J'aime bien quand tu parles de dissonance parce que c'est souvent ce que j'explique à mes patients. Pour moi, le corps, il est le témoin de nos dissonances entre ce qu'on croit et ce qui est. Et le corps vient vraiment témoigner de ça. Donc il nous ramène à la vérité. C'est un peu un garde-fou aussi, hein. Et le corps nous empêche de nous raconter, de continuer à nous raconter des histoires. C'est difficile de faire la part des choses. Souvent, les gens me disent, mais comment je peux savoir que c'est la vérité, ce qui me traverse l'esprit? Ça peut être encore un coup, tu sais, quelque chose de caché de mon ego, de mon mental, de mes schémas. Et j'ai dit, ben, c'est au niveau du corps. C'est ça qui va faire la part des choses. C'est vraiment un garde-fou. Lui, il va toujours te dire la vérité. Moi, j'aime beaucoup, je crois que il me semble que c'est Alice Miller qui disait ça. Le corps, il est incorruptible et je le vois chaque jour. C'est quelque part, il est encore comme le petit enfant de moins de 2 ans. Après, ça se complique un peu, mais le petit enfant de 2 ans, il est totalement dans l'accueil et le corps, il est incorruptible en ce sens-là. On ne peut pas se mentir à soi-même. Lui, il va tout de suite nous témoigner du mensonge qu'on est en train de se faire. Hmm. Après, tu me demandais, il y a le corps, il y a les émotions aussi, beaucoup. Enfin, pour moi, ça a été une clé incomparable. J'ai été en grande anesthésie émotionnelle. Je ne le savais pas. Je l'ai découvert par la suite en me reconfrontant à mes émotions et en me disant, waouh, c'est vraiment intense. Comme les petits enfants à nouveau de 2-3 ans qui vivent leurs émotions avec une intensité que les adultes ne connaissent plus. Et les émotions, pour moi, étaient une grande clé. Et puis mon intuition aussi, qui est toujours là pour m'aiguiller. Donc c'est un peu les trois choses qui me servent à sentir si je suis dans ma vérité ou pas. Les émotions, le corps et l'intuition. Wow, merci. Qu'est-ce qui te permet de savoir alors que tu es aligné avec toi-même? C'est une sensation qui est difficilement descriptible. C'est comme un sourire intérieur. Déjà, il n'y a pas de raison. Et à certains moments, c'est pas tout le temps, loin de là, mais à certains moments, je me sens en joie sans même savoir pourquoi. Mais c'est là. Et là, je sais que c'est que je suis moi, c'est que je suis bien dans qui je suis. Hmm, Corps, à nouveau, bah, quand je le sens fluide, quand c'est pareil, je sais que je suis au bon endroit. ok, donc c'est vraiment un état d'être intérieur, une sensation, un ressenti intérieur. Donc ça passe encore par le corps. Ouais. Et puis, peut-être aussi la sensation de pouvoir observer des choses, parfois dans mon couple ou avec les enfants, des choses difficiles, mais de trouver ça beau, curieusement, de voir
parfois un enfant qui est pas bien ou de mes filles qui est en souffrance et de savoir qu'en fait elle va traverser cette difficulté et grandir et se trouver. Mais c'est parce qu'elle va la traverser seule. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas là. On est, mais on ne va pas forcément tout faire à sa place. Ou on ne va pas vouloir la sauver ou l'empêcher de souffrir. On va être, mais pas forcément éviter la chose. Ouais, ça démontre vraiment la. Je veux dire, mais c'est Très bien comment aussi, je vois très bien. accepter aussi que l'autre ait des choses à vivre et que c'est comme ça. C'est ce qui est juste pour lui, c'est le mouvement de vie. Et vouloir l'empêcher, c'est contrôler la vie. C'est ça. Ça démontre vraiment la grande confiance que tu as dans l'enseignement que nous fait la vie au travers de toutes nos expériences, de nos douleurs, et que c'est un enseignement qu'il serait dommage d'empêcher quelqu'un de vivre finalement, de recevoir cet enseignement en projetant sur eux nos croyances, sur ce qui devrait arriver. Et c'est vrai que souvent, nous-mêmes, on se rend compte de l'enseignement qu'on a reçu d'une épreuve ou d'une difficulté ou d'une douleur bien après. Hein. Et il faut, je pense, l'avoir constaté à maintes reprises pour qu'on commence à vraiment à développer cette foi, cette confiance basée sur l'expérience, c'est pas une croyance. Hein. Vraiment, on sait que ça fonctionne comme ça parce qu'on l'a vécu, on l'a revécu. Et donc, comme on a, je vais dire, moi je ressens en tout cas de la gratitude pour tous les enseignements que j'ai reçus au travers de ces expériences de vie. Donc, effectivement, je ressens la même chose quand ma fille traverse quelque chose de difficile. Je sais que elle est en train d'apprendre à se connaître en fait au travers de ça. Ouais. Et c'est un cadeau de, comment dire, d'être avec elle, si elle sent. Je crois que les enfants aussi se basent beaucoup sur le feedback de leurs parents pour savoir, pour être, comment dire, pour apprécier ce qu'ils sont en train de vivre. Donc, à partir du moment où un enfant sent que son parent est tranquille, confiant et plein d'amour, quoi qu'il est en train de vivre, cet enfant, eh bien, ça le met en confiance aussi au travers de ce que lui est en train de vivre. S'il sent qu'un parent est stressé parce qu'il vit, alors ça va le stresser davantage, cet enfant. Donc, c'est un cadeau qu'on fait à notre enfant quand nous-mêmes, on apprend à être en paix avec nos émotions, quand je dis être en paix avec nos émotions, c'est-à-dire en paix avec le fait qu'on peut être bouleversé par nos émotions, qu'on peut être secoué par les événements de la vie aussi. Enfin voilà. Et les enfants sont très sensibles à plus ou moins consciemment quand même, hein, mais aux dogmes qu'on peut poser sur eux très inconsciemment. Hein, c'est-à-dire, moi je peux te donner l'exemple de l'alimentation, où à une époque il était très tentant, vu qu'en plus j'expérimente beaucoup sur moi-même, de leur dire fais plutôt comme ça et pas ça, ça c'est bon, ça c'est pas bon, et de voir à quel point en fait c'est une emprise. On croit bien faire, mais c'est en fait une emprise. Et je rejoins désormais vraiment Gandhi quand il dit incarne le changement que tu veux voir. Et je vois, moi, une de mes filles, moi, je déjeune pas le matin et je lui ai jamais rien dit. Et un jour, je l'ai vue ne pas déjeuner. Mais c'est elle qui a fait cette expérience, qui a fait ce choix parce que ben, peut-être qu'elle a senti que moi, j'avais l'air bien et que ça l'a intéressé de faire cette expérience. Mais c'est pas moi qui lui ai dit, tu devrais pas manger, tu vois la différence, hein, Absolument, absolument. Mais, l'enfant vient apprendre ce qu'il a envie d'apprendre en fait. mais oui, et puis et ainsi tu lui montres que tu fais confiance à son ressenti, à elle, à son jugement, à son intuition, et elle a pu aller vers ça parce que ça lui correspond. Elle aurait pu aussi te voir faire ça et que ça te va très bien, et donc choisir elle de manger abondamment le matin parce que ça lui va bien. Alors Exactement. on n'est pas garde-fou à certains moments, bien évidemment. Hein. On ne laisse pas faire tout et n'importe quoi, mais il y a une vraie différence entre poser une emprise, même sans le voir et en pensant bien faire, et incarner ce qu'on a envie d'incarner et que l'enfant s'en imprègne. Il s'inspire de ça vraiment, ouais, tout à fait. Ah. À quel endroit es-tu conscient que tu dois encore rester vigilant?
qu'est-ce qui pourrait t'empêcher ou te retenir d'être pleinement toi-même aujourd'hui? Je pense sur les émotions quand même. Je suis assez fragile parce que j'ai été vraiment en grande anesthésie, en grand déni en fait de mes émotions et c'est encore pas simple de laisser vivre certaines émotions. Hein. Pour moi, j'aime bien utiliser le terme me laisser infuser par l'émotion. Et je vois qu'il y a certains moments où je voudrais contenir, cacher, ne pas laisser transparaître certaines choses. Donc là, je suis encore fragile et sur, moi j'appelle ça le territoire, l'espace de vie en fait, où ma maman est une enfant de remplacement, entre guillemets, et je me suis beaucoup inspiré inconsciemment de ça, c'est-à-dire une difficulté à être dans mon identité et à être constamment à vouloir être ce que l'autre attend. Donc, à être en déni de mes propres besoins, de mes propres désirs. Donc, c'est encore difficile pour moi de faire valoir mon espace de vie, ce qui me va, ce qui me va pas, oui, non, je suis d'accord, pas d'accord, etc. Je peux vite être absorbé par mon empathie qui va parfois m'amener à dire ce qui convient à l'autre. Donc, de Hmm. moins en moins, mais c'est une fragilité. C'est intéressant hein, de voir ça, d'avoir cette conscience-là. C'est vraiment le pouvoir de reconnaître, hein, même là où on se rend compte qu'on n'y arrive pas, là où on est fragile, là où on doit rester vigilant. C'est vraiment le point de départ hein, finalement de ce chemin de conscience. C'est déjà de reconnaître. Ça a déjà un énorme pouvoir parce que, comme tu dis, de moins en moins. Tu vois, tu dis de la même phrase, je suis vigilant, c'est une fragilité, et de moins en moins. Donc, le fait d'en être conscient, le fait de l'avoir vu, le fait d'avoir vu et de vivre consciemment cette difficulté, cette fragilité, eh bien, la fait cheminer finalement et fait qu'elle a de moins en moins de pouvoir déjà. Hein, C'est aussi pour petit ça que à ça petit. me tient à cœur de me mettre à nu devant les gens parce que je ne sais pas si toi tu vis cette chose-là, mais je vois beaucoup de patients qui vont idéaliser, ils vont me dire, toi, dans ta vie, ça doit être fabuleux. Non, j'ai des difficultés comme tout le monde. Venez voir dans ma famille, vous allez voir que c'est pas tous les jours rose et simple. Et que de se mettre à nu, ça permet aux patients de réaliser que bah, je suis juste comme tout le monde et que voilà, ça, et j'aime beaucoup donner des exemples personnels. Et ça a été aussi un code que j'ai eu à casser parce que dans le milieu de la psychologie, on n'aime pas trop parler de soi, donner des exemples. Et moi, je trouve que c'est extrêmement important parce que dans mon expérience, je vois les gens se détendre, les gens, en plus d'avoir un exemple, ça leur permet de comprendre là où des fois ça va être trop abstrait. Donc, moi, ça me semble important de se mettre à nu et, et ça permet aux gens de peut-être digérer plus facilement le soin. Je suis tellement, tellement d'accord avec ça. Bah, tu le sais puisqu'on s'en a déjà parlé. Et puis voilà, on s'est confié pas mal de choses de nos vécus. C'est effectivement c'est facile de tomber dans le piège d'être mis sur un piédestal ou d'être et finalement de se couper de ce qui est vivant. Et ça crée un fossé alors énorme entre, entre la personne qui vient te voir et ce qu'elle projette de ton expérience, en fait, qui n'est pas la vérité. Et je pense que c'est la vérité qui amène la vérité. Donc, témoigner simplement du fait d'être un être humain et d'avoir nos difficultés fait que les gens peuvent mieux se reconnaître. Ça rend ce cheminement plus accessible. Oui, et je pense Et en qu'on effet, a... on peut vite se Pardon? couper de soi-même. On peut vite se couper de soi-même aussi comme ça parce que moi, à une époque, ça a été l'occasion de conscientiser que justement, j'étais en tension que les gens puissent me démasquer. Tu vois l'idée? Et là, bah, d'être à nu, je peux être démasqué de rien puisque je suis à nu de toute façon. Donc, il n'y a plus de tension du coup. Donc, même moi, j'ai vu l'intérêt de pouvoir baisser le masque. Et ça fait beaucoup de bien, hein. D'ailleurs, je pense que les thérapeutes, c'est un des métiers où il y a le plus de burn-out. Et je pense qu'une des raisons, c'est qu'on peut être un thérapeute relax quand on n'a rien à prouver, quand on reste un être humain et qu'on ne se coupe pas de notre vérité. Et puis, ben,
d'abord, ça permet de ne pas nous couper de nous-mêmes et du coup, ça nous permet de ne pas nous couper de l'humain en face de nous, hein, et comment dire, de risquer de l'amener dans des concepts finalement, des idées de ce qui serait, de ce qui devrait être, de ce qui est possible, puisqu'on est déconnecté de la vérité. D'être un être humain, c'est pas forcément ni confortable ni facile, et c'est un ajustement constant, et c'est très rassurant pour tout le monde de savoir ça et de confirmer ça, et puis je pense que moi, je me souviens, la maman de ma fille m'avait dit quelque chose qui m'est vraiment resté. À un moment donné, j'avais un espèce de syndrome de l'imposteur en me disant, bah, regarde, puisque moi, j'arrive évidemment pas comment dire, à être toujours joyeux, c'est impossible de projeter une image, je sais pas laquelle, de toute façon, voilà. Et en même temps, je me disais, mais dans le fond, je me sentais pas légitime. C'est comme si j'avais un syndrome de l'imposteur. Et j'ai dit, mais dans le fond, comment dire, est-ce que j'ai le droit, enfin, d'être, de faire ce que je fais. Et qu'est-ce qu'il faut pour faire ce que je fais? Il a simplement dit être un être humain. Puis dans le fond, c'est ça. Être Et un puis, être humain pour pouvoir accompagner les autres êtres humains et les comprendre. puis ce qui permet aussi peut-être de te dire tout ça, c'est parce que j'ai fait le chemin aussi, hein, c'est-à-dire il y a un moment donné, mais je me cachais d'une façon extrême. Euh, Mes parents n'étaient même pas au courant quand j'avais des problèmes de couple. Enfin, j'étais capable de vraiment donner le change, de donner l'impression que tout était parfait. Donc, je suis allé dans des extrêmes de me cacher. Et forcément, une fois qu'on s'est mis à nu, on a fait tout le chemin. Donc, on peut transmettre aussi ça aux gens parce que on a vécu, c'est vraiment expérimenté. Tout à fait. Et ils se rendent compte que quand on se met à nu, ben, on s'effondre pas, que c'est pas la catastrophe, parce qu'il y a une très grande peur aussi hein, derrière être vrai et se mettre à nu, c'est une très grande peur. Sinon, on le ferait plus aisément. Moi, je sais que j'ai toujours eu cette aspiration et en même temps pas toujours la capacité à le faire. Il y avait une peur énorme. Si je suis vrai, mais on va plus m'aimer. Si j'arrête de jouer un rôle, enfin bon, voilà, c'est pas forcément aussi clair que ça se dit pas comme ça, mais il y a des peurs. Ça soulève des peurs. De toute façon, moi, je ne me suis pas caché par hasard. C'est parce qu'il y avait des peurs terribles. Et il y en a encore à certains moments. Je n'arrive pas à me mettre à nu totalement dans certaines situations. Et j'accepte ça. Tout C'est à comme fait. ça. Et puis d'un autre côté, c'est peut-être aussi, je vais dire, un témoignage de conscience et de sagesse d'être conscient qu'il n'est pas forcément bon ni juste de se mettre à nu en toutes circonstances. Parce que tous les êtres humains en face de nous ne sont pas à même de prendre ça avec respect, avec, tu vois, avec bienveillance. Hein, et dans certains cas, il est juste et nécessaire de se protéger aussi. Voilà. Ouais, ouais. Oui, Ouais, tu le formules bien comme je le vois. super. Quelle est ta recette pour... Allez, là, c'est une question un peu cliché, mais quelle est ta recette pour rester en congruence et fidèle à toi-même? Hum, Principalement l'écoute, en fait. Justement, quand mon intuition ou quand je vais sentir des tensions émotionnelles, signe que je suis en train de lutter ou que le corps m'informe par un symptôme que quelque chose ne va pas, je vais prendre des moments chaque jour pour me mettre à l'écoute des différentes parties de moi qui ont besoin de se manifester. Et, et ça va être l'occasion de se découvrir et de voir le problème disparaître. Alors, ça peut parfois être quasi magique. Moi, j'ai pu avoir des douleurs qui partent spontanément suite à un accueil d'une part qui avait besoin de se manifester, ou quelquefois, il va y avoir une tension avec mon épouse, et puis je vais poser un moment et découvrir ce qui se cache derrière, et voir qu'en fait, il n'y a plus de problème. Là où 10 minutes avant, je la voyais en colère, etc., là, je regarde et ça n'est plus là. Super. Donc, c'est principalement l'écoute, chose que j'ai aussi vraiment découverte à ton contact. Hein. L'accueil, ouais. Merci.
Y a-t-il une question que je ne t'ai pas posée ici et que tu aurais aimé que je te pose? Je crois on a apporté pas mal. Comme ça, là, je vois pas dans cet D'accord. instant. Ok, donc c'est assez complet pour toi. Bon, bah écoute, alors je te remercie énormément pour ton témoignage. Je pense qu'il va parler à beaucoup de gens. Et puis aussi ton témoignage en tant que professionnel hein, de l'accompagnement, l'œil d'un médecin qui a ouvert son regard à d'autres à d'autres réalités. Hein, et voilà. Donc merci pour ça aussi. Merci à toi, Pascal, avec grand plaisir. Vraiment. Au revoir. Ok, alors je vais mettre sur